téléspectateurs et lecteurs de la SLIX, nous revoici pour un nouveau numéro de Roundup avec Agibou Diallo. Agibou, bonsoir. Bonsoir Rokhaya, bonsoir chers followers de la SLIX. Merci pour le soutien. Nous vous demandons de continuer, mais véritablement à vous abonner euh, et à soutenir la page en appuyant sur le pouce et à vous abonner au niveau de la cloche pour être au courant des dernières nouvelles. Alors, au menu de ce numéro, aujourd'hui, nous allons ouvrir avec l'affaire dite Adji Sarr contre Ousmane Sonko. Donc, il est clair maintenant qu'on se dirige vers un procès, mais un procès qui risque d'être compliqué parce que le leader de PASTEF n'est pas dans les dispositions, justement, pour aller répondre. Oui, c'est vrai que le doyen des juges, Maham Diallo, a rendu public une ordonnance de renvoi pour une juridiction de jugement concernant cette affaire. Et tu as raison de dire que c'est une affaire compliquée puisque l'accusé Ousmane Sonko n'a pas varié dans sa ligne de défense. Pour lui, c'est moins une affaire l'opposant à Adji Sarr qu'un complot ourdi au plus haut sommet de l'État. Nous avons vu ces derniers temps, c'est sorti. La personne qui est ciblée comme instigateur de ce complot aujourd'hui, c'est le président Macky Sall. Et c'est une affaire aujourd'hui qu'il entend régler par le tribunal populaire, étant entendu que celui-ci a déjà donné son verdict en l'innocentant. Il n'entend pas se soumettre ou obtempérer à la justice. Donc effectivement, c'est une situation qui nous mène véritablement dans une impasse politique et judiciaire qui risque d'embraser le pays. L'avenir nous édifiera. En fait, si Ousmane Sonko ne compte pas aller répondre à la justice, comment cette affaire va-t-elle se régler? On ne peut pas prononcer un non-lieu s'il n'y a pas de procès. Il y a plusieurs affaires dans l'affaire, finalement. On en arrive à ce que Charles Pasqua disait, quand on veut noyer une affaire, il faut créer une affaire et une autre affaire dans l'affaire jusqu'à ce qu'on ne s'y retrouve plus. Mais il va sans dire que l'ordonnance de jugement qu'a rendu le juge Marham Diallo procède de l'enquête relative à l'accusation contre Ousmane Sonko. Et donc, le différend Adji Sarr Sonko va nécessairement se régler à la barre. Comment et dans quelle mesure les jours à venir nous édifierons là-dessus. Mais Ousmane Sonko a ouvert un couloir politique dans cette affaire-là et cet appel ou ce traitement politique du dossier et cette politisation du dossier a fait mouche et tache d'huile dans le subconscient collectif ou dans l'inconscient collectif, de sorte qu'aujourd'hui, nous voyons une grande masse revendiquer d'arrêter tout simplement la procédure et de convenir d'un non-lieu. Or, c'est le seul juge, nous sommes dans une république avec des textes et seul le juge est habilité à donner le non-lieu. Ce qui n'a pas été le cas, lui seul sait quels sont les éléments en sa possession, compte non tenu des éléments supplétifs que Ousmane Sonko dit avoir versé dans le dossier en vue de détailler la thèse du complot. Vrai ou pas, on ne sait pas ce qu'il en est véritablement. C'est le juge. Malheureusement, les juges sont empêchés par un droit de réserve. Ils ne peuvent pas s'épancher sur la place publique pour se justifier des choix qu'ils ont eu à faire. Bref, c'est une situation inextricable, mais que Ousmane Sonko entend régler par la rue. Et on verra maintenant la capacité d'absorption ou de résistance du camp d'en face par rapport aux velléités fractionnistes, insurrectionnelles d'Ousmane Sonko dans le cadre de ce dossier. On peut rester toujours sur ce dossier parce qu'il se joue les prolongations. Tout à l'heure, d'ailleurs, c'est ce qui a fait que nous avons enregistré un tout petit peu tard aujourd'hui ce numéro. C'est parce qu'il y avait un méga meeting de Ousmane Sonko
Quand même, il faut lui reconnaître qu'il a mobilisé d'une façon inédite au Sénégal. Enfin, aujourd'hui, il a été on ne peut plus clair avec un jargon guerrier. Donc, on se prépare en quelque sorte à une guerre civile, quoi. Oui, c'est tout le il faut donner au discours qu'il a tenu aujourd'hui devant ses fédéens, c'est de mobiliser la masse, d'utiliser la masse comme un bouclier contre les forces de sécurité pour ne pas avoir à déférer à une convocation du juge, puisque, il faut le rappeler, en la matière, si jugement il doit y avoir, il doit au moins ne pas venir de sa maison, mais plutôt de sa cellule de prison. Donc, il n'entend pas, en tout cas, donner suite à cette affaire. Pour lui, comme il l'a dit, il est arrivé à son terminus. Et donc, il est le seul, il est parti et juge en même temps dans cette affaire-là, à l'entendre. Maintenant, c'est à l'État de montrer sa capacité à faire prévaloir son pouvoir de coercition. L'État est le seul garant de la sécurité, de l'ordre public et c'est à l'État aussi d'apprécier de l'opportunité ou pas de maintenir ce procès, compte tenu des risques que ça peut impliquer. Mais c'est vrai, aujourd'hui, nous allons vers un clash entre Macky Sall et Ousmane Sonko. Et Ousmane Sonko veut en découdre avec Macky Sall à travers ce dossier par la rue. Et il garantit même à Macky Sall de partir avant 2024. C'est dire qu'il y a une détermination, il y a aujourd'hui une volonté farouche d'en découdre par la rue plutôt que par les mécanismes existants, puisque de son point de vue, ces mécanismes aujourd'hui sont inféodés à la volonté d'un seul homme. Et ces mécanismes sont instrumentalisés par le seul levier du fait du prince, abstraction faite des lois et règlements. C'est sa lecture et c'est son droit, il faut lui reconnaître. Mais ce n'est pas Ousmane Sonko qui est le président de la République, ce n'est pas Ousmane Sonko qui est le législateur suprême au Sénégal. Il ne l'est pas encore, donc il reste encore un citoyen injusticiable, mais au prétexte d'un droit à la résistance, il entend régler ce problème politiquement et de façon insurrectionnelle. Nous restons au Sénégal pour le deuxième sujet. C'est la sortie du livre du journaliste Cheikh Yérim Seck. À la base, le livre, c'était pour critiquer la gestion du président Macky Sall, mais tout le monde y a son compte finalement. En fait, le livre de Yérim Seck est dans le clair-obscur. C'est mi-ange, mi-démon. À lire le livre, c'est Macky Sall face à l'histoire. Le prétexte, c'est de dégager un bilan global et pas exhaustif du règne de Macky Sall. Et il a passé au scalpel un certain nombre d'éléments qui lui semblaient importants, en essayant aussi de nous inviter, ou en tout cas de nous incruster dans l'intimité personnelle de la personnalité qu'est Macky Sall, avec des références sur son extraction sociale, son parcours et sa fibre humaniste, doublée maintenant d'un visage démoniaque quand il s'agit de régler ses comptes avec ses adversaires politiques ou d'instrumentaliser l'appareil d'État pour régler ses comptes politiques. Mais comme tu dis, il y a eu beaucoup de personnes qui ont pris pour leur grade, dont Ousmane Sonko notamment. Et cette affaire, cette révélation supposée sur une escarpade nocturne extra-conjugale d'Ousmane Sonko sur la corniche a semblé avoir pris le pas sur tous les autres sujets. Mais globalement, ce livre, en fait, ne nous apporte rien de nouveau, puisque tous ceux qui lisent au quotidien Libération, depuis que Macky Sall est à la tête du pouvoir, ont dû être informés de tous les scandales qu'il a eu à traiter. Donc, on s'attendait à des révélations chocs, mais on est resté sur de la redite par rapport à ce qui a été déjà rendu disponible au grand public, avec un traitement
avec un style qui lui est propre, à lui, Yérim Seck, un peu provocateur sur les bords et en même temps, voilà, qui ne, qui ne nous apprend rien sous le soleil. L'intérêt de ces livres, justement, c'est de créer un tollé et de la polémique avec des extrapolations. Chacun y va de son interprétation, de ses supputations, de ses suspicions. Il est le seul à répondre véritablement de la motivation qui préside à la rédaction de ce livre. Amadou Ba a eu droit à un chapitre où, plutôt que de le faire passer pour une solution, il l'apostrophe avec un épithète de problème. Donc le problème Amadou Ba, c'est ça le chapitre, pour lui dresser un portrait gargantuesque, en mon sens, et nous peindre le gars comme quelqu'un de voilà qui nous apparaît sous un visage d'ange et qui serait un bon chérubin sur lequel peut-être nous pourrions compter en cas d'invalidation qu'on pourrait considérer comme un jockey pour la majorité. Ça, c'est sa lecture qui est propre, mais à Mouba, pour nous qui suivons l'actualité politique depuis voilà, fort longtemps, c'est qu'un homme politique qui n'a aucune épaisseur intellectuelle, qui n'a pas de base politique, qui est réputé être riche, ce qui est quand même assez intriguant pour un haut fonctionnaire de l'État. Il affiche un train de vue qui porte à croire qu'il fait partie des prédateurs, ceux qui patrimonialisent le bien public de par leur proximité avec l'appareil d'État. Mis à part cela, on ne connaît aucune prouesse et aucune réalisation. Il a été ministre de l'économie et des finances. Nos finances ne se sont jamais aussi mal portées que sous la gouvernance sous le magistère, entre guillemets, de Amadou Ba à la tête de ce département ministériel. Donc, oui, certains peuvent le prendre comme étant une sorte de bélier livresque qui va servir à Amadou Ba. Ça, c'est libre de l'interpréter comme ça. Mais moi, de mon point de vue, je pense que Cheikh Yérim est un analyste politique qui est quand même présent sur l'espace public depuis bientôt 30 ans et que, à l'image de plusieurs autres journalistes un peu partout dans le monde, arrive à un certain niveau de l'analyse à produire quelque chose qui rende compte de leur perception de la réalité des choses. C'est aussi simple que ça. Nous avons vu Alain Duhamel sous Mitterrand écrire des livres comparatifs entre Mitterrand et De Gaulle, Le Connétable et l'Architecte. Ça a été un livre qui a... Voilà. Abdoulatif Coulibaly, pour prendre un exemple qui est bien domestique, sous le régime de Wade, nous avait habitués à des livres, bon, soi-disant révélateurs de scandales ou en tout cas de révélateurs de scoop. Donc ça, c'est aussi une corde qui est accrochée à l'arc des journalistes, indépendamment de leur travail d'information. Ils peuvent produire des ouvrages d'analyse qui peuvent être classés dans le rang des sciences sociales et humaines. Enfin, le dernier sujet de ce round-up, le Sénégal a eu une invitée très controversée en la personne de Marine Le Pen, chef de l'extrême droite française en visite et qui a été reçue par le président Macky Sall. C'est un fait quand même assez curieux que ça n'ait pas fait les choux gras de la presse sénégalaise ou que ça n'ait pas au moins suscité un débat. Parce que c'est une visite qu'il ne faudrait pas prendre pour anodine. Marine Le Pen, se sachant aujourd'hui proche du château de l'Élysée, est en train de travailler sur son envergure présidentielle et il a fallu que le Sénégal lui sert un peu de banc d'essai. Et Macky Sall lui a déroulé le tapis rouge pour maintenant lui permettre de mieux enfiler son costume de présidente France-africaine. Parce que l'infrastructure France-africaine fait partie du moteur économique qui permet à la France de se payer le luxe qu'il se paye sur le dos des Africains. Et ce que ça veut dire
en termes plus concrets, c'est que l'extrême droite, raciste et fasciste, entend aujourd'hui prendre le pouvoir et consolider et conserver cette infrastructure France-africaine qui n'est rien d'autre qu'un projet ou un contrat de prolongation du pacte colonial. Et ce qui est quand même, somme toute, curieux, puisque c'est une souverainiste. Et vous l'avez même entendu dire qu'elle plaide pour la présence de l'Union ou de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité. Une sorte d'os à ronger qu'elle nous balance comme ça pour temporiser. Mais si tant est qu'elle est souverainiste, elle devrait parler pour la France et laisser les Africains parler pour eux. C'est le minimum. Mais ce discours-là, en fait, traduit une impensée colonialiste qui est encore beaucoup plus ancrée dans l'extrême droite raciste qu'elle représente, quels que soient par ailleurs les efforts de dédiabolisation qu'elle fait et qu'elle arrive tant bien que mal à réussir avec l'appui de médias maintenant comme Valeurs Actuelles, Marianne et Le Point et l'Express qui ont aujourd'hui poussé un peu le curseur vers l'acceptation ou en tout cas l'accommodement avec l'extrême droite. Et cela aussi se retrouve même et se reproduit même au niveau de l'échiquier politique quand on voit comment la droite sociale et libérale aujourd'hui s'est fracassée et s'est complètement émiettée au point que les tendances les plus représentatives et les plus audibles sont les tendances d'Éric Ciotti et tous ceux-là qui représentent pratiquement une droite raciste et xénophobe. Donc, elle est en train de tisser sa toile. Elle a réussi aujourd'hui au niveau national à être, on va dire, acceptable. Maintenant, elle pose un acte supplémentaire dans le sens de l'empire colonial français. Et Macky Sall, mal lui a pris aujourd'hui de lui dérouler le tapis rouge. Et je suppose que la visite de Macky Sall, de Marine Le Pen au Sénégal n'est pas étrangère à la précipitation avec laquelle le juge Maham Diallo a rendu public son ordonnance de renvoi, puisque la clameur s'est davantage portée sur cette affaire Ousmane Sonko que justement sur la venue de celle qui représente l'extrême droite, raciste, fasciste et xénophobe, qui est aux portes de l'Élysée. Et donc, il a fallu qu'on passe par le Sénégal pour maintenant que demain, elle puisse être reçue en Côte d'Ivoire ou que sais-je encore, au Niger, au Gabon. Tous les pays francophones aujourd'hui vont recevoir Macky Sall, recevoir Marine Le Pen, puisque Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, l'a reçu en catimini, même si c'est 1 heure de temps dans le palais de la République. Enfin, c'est juste pour te relancer un peu, parce qu'elle se défend d'être racisme et elle défie quiconque de lui sortir des faits ou des écrits ou qu'on peut considérer comme raciste, par exemple. Elle a accordé une interview à ITV au journaliste Mamadou Ibra Kane. Tout ce qu'elle a dit sur les musulmans, le grand remplacement, tout ça, si c'est pas raciste, je ne sais pas ce qui est raciste. Il faut qu'à un moment donné qu'on arrête de s'amuser avec les gens et de jouer sur les mots. L'extrême droite, c'est l'héritier de Laval, Boulanger. On connaît l'histoire de ce parti-là. Donc, la seule curiosité, c'est que c'est un parti historiquement maso qui était caractérisé par un sexisme à nul autre pareil, qui aujourd'hui, dans une forme de cosmétisation de leur image, se laisse guider par une héritière, qui plus est, une femme, mais qui garde quand même le squelette, voire le tronc idéologique de cette famille politique qui est fondée sur le rejet de l'autre, la xénophobie et
la hiérarchie raciale à certains égards, parce que c'est des propos, on ne va pas faire payer à la fille ce que le père a dit, mais en tant que successeur du père à la tête du parti, elle endosse aussi la responsabilité de tout le passif et des actifs de ce parti. Et donc, c'est un parti, ils ont été à plusieurs reprises été condamnés pour des propos tendancieux. Voilà. Donc, nous n'avons pas besoin des excuses à deux balles de sa part pour nous convaincre de son antiracisme. Ou bien au contraire, c'est le Rassemblement national, c'est un parti d'extrême droite. Et l'extrême droite, c'est le fascisme, la xénophobie. Voilà. Donc, la démocratie leur a valu des voix. Il faut l'accepter, c'est le jeu de la démocratie. Mais ce n'est pas un parti qui milite, on va dire, pour le multiculturalisme, l'universalisme. Non, ils sont pour les particularités et le choc des identités. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Roundup. Agibou, je te laisse le dernier mot. Merci, chers followers, de soutenir le Roundup. Nous vous demandons très gentiment de partager les vidéos, d'inviter vos amis à s'abonner et de soutenir la page afin qu'arriver à un certain nombre d'abonnés, nous puissions véritablement vous proposer plusieurs autres formules dans cet exercice consistant à décrypter l'actualité nationale et internationale.